Bienvenue dans Rue de la République en cette semaine olympique où nous recevons un élu dont on espère qu'il est en forme olympique. Bonjour Jean-Marc Coppola. Bonjour, Vous êtes merci de votre adjoint invitation. à la culture de la ville de Marseille. Merci d'être avec nous dans Rue de la République. À mes côtés, mon camarade Léo Purguette, le président de la Marseillaise. Bonjour. Pas encore de la République, même s'il était présent ce mardi. Ça ne serait tardé. On nous confond rarement. Voilà, on verra ça éventuellement un peu plus tard. Alors, on va parler avec vous de la politique culturelle qui est menée par le Printemps Marseillais depuis que vous êtes aux manettes, depuis 2020 désormais. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de l'arrivée de la flamme à Marseille cette semaine, évidemment. Vous m'aviez dit un peu avant qu'on commence cette émission, c'est pas évident, c'est battu pour l'avoir. C'est un rayonnement qui est nécessaire pour une ville comme Marseille. Oui, franchement, quand on dit Marseille a 2600 ans d'histoire et qu'elle a été fondée en partie par les Grecs, comment la flamme olympique ne pourrait ne pas venir en France par Marseille? Donc effectivement, le maire, toute l'équipe s'est battue pour obtenir la flamme parce que c'est symbole aussi de rassemblement des peuples, c'est symbole justement de la paix, du sport de haut niveau et de la culture. Et donc ça a permis de faire rayonner Marseille et à l'échelle internationale, d'avoir une bonne image de Marseille, la vraie image de Marseille. Vous croyez à des retombées concrètes, après on passera vraiment à la politique culturelle, vous croyez à des retombées concrètes justement, en termes d'image, en termes de culture, en termes de rayonnement? Oui, parce que c'est bien aussi de montrer la fierté de ce qu'on est capable de faire à Marseille. Donc les Marseillais et Marseillais sont fiers, et puis on a organisé aussi l'Olympiade culturelle, c'est-à-dire un certain nombre de spectacles autour de la flamme, qui montrent justement... Voilà, c'était notre question suivante. Ces Olympiades culturelles, déjà, bon, bien sûr, on comprend le clin d'œil, mais comment elles se rapprochent de la question sportive et olympique? C'est justement un dialogue entre le sport et puis la culture, autour des valeurs d'amitié, de diversité, d'égalité, d'inclusion aussi. C'est pas toujours synonyme de cela, la culture peut être marchande, le sport aussi. Donc c'est vraiment sur ces valeurs de dépassement de soi, donc le sport de haut niveau, c'est aussi cela. Et on a voulu surtout que les Jeux Olympiques et Paralympiques soient, j'allais dire, permettent une appropriation, une réappropriation par les Marseillaises et les Marseillais de la culture, des sports. Et donc on a fait des spectacles, on a choisi d'ailleurs des lauréats et des artistes qui ont eu des projets qui ont permis justement de montrer gratuitement dans l'espace public un certain nombre de spectacles. Je pense au Manège Marin, je pense à un certain nombre d'expositions, d'ailleurs pas simplement dans les musées marseillais comme le MAC, mais aussi au FRAC, au MUSEM aussi. Et puis des artistes comme l'agence de voyage imaginaire ou des gamins qui ont appris à chanter, à jouer des instruments. Je pense à Demos et je pense à Grenade autour de ce spectacle qui s'est produit au Silo, qui va se produire au mois de juin à Paris. Et on voit les gamins, bien sûr, des enfants qui ont réussi dans ces disciplines-là, mais il faut voir la fierté aussi des parents. Et c'est des parents qui sont de gens modestes et puis qui viennent des quartiers défavorisés. Et donc on a une autre image de ce Marseille qui est parfois caricaturé. Et c'est, oui, le Marseille dans toute sa diversité, mais Marseille aussi qui est fraternel, Marseille qui est solidaire. Alors en quoi, Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture, la vie culturelle des Marseillais, des jeunes comme les plus grands, a changé depuis que vous êtes aux affaires? Depuis 2020, donc. Ouais, je pense que pour beaucoup, on est très attentif au public, c'est-à-dire à ceux qui participent justement à la vie culturelle, et pas simplement pour regarder, mais aussi pour s'initier à un certain nombre de disciplines artistiques et culturelles. C'était invité à. Donc la question de la diversité des publics, la question de la participation, de la pratique artistique et culturelle dès le plus jeune âge, par la gratuité, bien sûr, parce que la question est souvent venue. Pourquoi on met de l'argent public? C'est souvent pour favoriser justement l'accès à toutes et à tous dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. C'est la raison pour laquelle on ne mettra pas 1 euro d'argent public dans des festivals commerciaux qui n'ont pas besoin d'argent public parce qu'ils ont une économie qui permet j'allais dire, d'être équilibrée. Donc nous, c'est vraiment l'accès à la culture pour toutes et tous, et je rajoute tout au long de la vie. Tout au long de la vie parce que
Il y a des débats, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un projet de loi sur la fin de vie, etc. Je ne sais pas s'il faut vraiment un projet de loi sur la fin de vie ou sur des moyens pour accompagner justement les gens qui sont en fin de vie. Et on s'aperçoit que les arts, que la culture permettent justement de repousser d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'un an, justement cela. Et c'est cet accompagnement, c'est vraiment prendre l'humain au cœur de de toutes ces disciplines. Alors vous nous présentez un peu la philosophie générale de l'action publique menée par cette municipalité. Peut-être qu'on peut aller un peu plus dans le détail. Ça fait maintenant on est au mi-mandat, à la mi-mandat, un peu dépassé même. Qu'est-ce qui a réellement changé concrètement en matière de politique culturelle? On sait que la précédente majorité était assez critiquée sur ce sujet, même s'il y a eu Marseille, capitale européenne de la culture. Ouais. D'abord, les services publics culturels. Les deux piliers du service culturel sont les musées et puis les bibliothèques, où vraiment on a redonné du sens à cela, dans les musées avec des expositions de qualité, moins d'expositions mais plus longues, qui permettent justement d'avoir une plus grande fréquentation, plus féminisée, c'est-à-dire une vraie valorisation des femmes, et on a vu de vrais succès, je pense par exemple à l'exposition Baya au centre de la Vieille Charité. Et donc voilà, c'est tout un travail avec l'administration, avec le personnel, de qualification de formation, et les bibliothèques, une vraie volonté de développer la lecture publique, avec non seulement 9 bibliothèques ouvertes, ou en tout cas le panier va rouvrir parce que c'est une question de travaux le 1er juin, et puis une 10e qui va ouvrir dans quasiment maintenant 2 ans, rue Loubron, donc dans le 3e arrondissement, et puis Capitaine Jazz une année après. Donc on va passer de 6 bibliothèques au début du mandat à 11 bibliothèques dans 2 ans. Alors pourtant, si je m'en réfère à une lettre de la Chambre régionale des comptes de 2022, alors je me souviens plus précisément des termes, mais manque de lisibilité, pas un canard à qui on a coupé la tête, quoi, si vous voulez, mais en tout cas manque de politique, manque de ligne directrice sur justement la politique culturelle marseillaise, et en particulier celle des musées. Sur l'ensemble des enquêtes de la Chambre régionale des comptes, je pense à l'Opéra, aussi au Odéon et puis au musée, il faut bien voir que ces enquêtes se faisaient d'abord sur la fin du précédent mandat, donc c'était plus sur j'allais dire... C'est pas moi, c'est les autres, c'est ça, non, Jean-Marc Coppola ? mais oui, mais c'est parce que ça partait en général de 2016 jusqu'à 2022. Donc l'essentiel était sur le mandat précédent, et du maire précédent, et de l'équipe précédente. Mais nous n'avons pas attendu les conclusions des enquêtes et les recommandations pour bouger les choses. Moi, je me souviens quand j'ai eu les recommandations de la Chambre régionale des comptes, on avait déjà travaillé au niveau des musées à un certain nombre d'évolutions. Je parlais justement des expositions moins nombreuses, plus longues, etc. On a fait, oui, un certain nombre de ménages et qui rentrent en ligne, j'allais dire, en phase avec, en cohérence avec les recommandations. Donc, non, j'ai pas de soucis. La prochaine lettre sera beaucoup plus favorable, vous pensez ? On verra, la Chambre régionale des comptes regarde la bonne utilisation de l'argent public. Je considère que, surtout avec des temps aujourd'hui très compliqués de contraintes budgétaires, on fait très attention à l'argent public et qui doit aller au bon endroit. Et quand je parle de service public, c'est vraiment le service à l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Léo Purgat a une question pour vous. Oui, il y a une question importante avec notamment le plan Marseille en grand, c'est celle du développement du cinéma, de toutes les activités qui sont autour. On sait qu'il y a aussi une forte implantation de ces activités du côté de Martigues. Comment on arrive à coopérer plutôt que se mettre en concurrence dans ce même territoire ? Parce qu'il y a de tels projets autour des questions de cinéma, mais aussi d'animation, que le territoire est justement peut-être pas assez large pour répondre à tous ces besoins, à tous ces projets qui existent. Marseille et au-delà, tout le territoire attire beaucoup les productrices et les producteurs, les réalisatrices et les réalisateurs. Et donc, ce qui a changé, c'est que tout le monde s'aperçoit qu'ici à Marseille, nous avons des équipes de techniciennes et de techniciens, des artistes, des comédiennes, des comédiens de qualité. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et donc, avec Marseille en grand, on veut renforcer toute la filière cinématographique, c'est-à-dire de l'écriture des films, des scénarii jusqu'à la diffusion. Et je pense que de ce côté-là, oui, en tout cas la ville, elle a honoré tous les engagements, que ce soit sur Cinéfabrique, sur l'antenne de la Cinémathèque française, sur la modernisation du pôle média,
Donc on est au rendez-vous sur les investissements et puis demain sur le fonctionnement. Voilà. Donc, Parce que ça fait rayonner Marseille également, mais parce que ça apporte aussi peut-être du travail aux Marseillais qui nous écoutent. bien sûr, parce que aujourd'hui, des équipes de réalisation viennent de moins en moins avec leurs équipes parisiennes. On a encore une petite faiblesse sur j'allais dire les montages de films. Souvent, ça se fait encore à Paris ou ailleurs. Mais on a vraiment des écoles de formation dans toute la chaîne et dans toute la filière cinématographique. Ça va se développer parce que, franchement, c'est pas en un mandat qu'on va révolutionner tout cela. Mais ça donne de belles perspectives. Et nous, en tout cas, dans notre politique culturelle, ce qui est important, c'est que notre accompagnement, le plus que l'on peut apporter, c'est l'éducation à l'image par le cinéma et dès le plus, dès le plus jeune âge. Jean-Marc Coppola, si je vous dis que vous avez assassiné la mémoire de Marcel Pagnol, qu'est-ce que vous répondez en ayant repris la gestion du château de la Buzine à son petit-fils, notamment Nicolas? On se souvient de la polémique, évidemment, avec du coup des prises de position très arrêtées, la droite, la gauche, etc. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez assassiné Marcel Pagnol alors? Mais qui peut assassiner Marcel Pagnol? Il fait partie du patrimoine marseillais, mais aussi national, tant au plan littéraire qu'au plan cinématographique. Et aujourd'hui, la gestion en régie publique, régie municipale de la Buzine, fait que demain, on aura plus de gamins, plus d'enfants qui vont pouvoir venir gratuitement au château de la Buzine pour justement cette éducation à l'image par le cinéma. Ils vont pouvoir profiter de la programmation cinématographique, du patrimoine cinématographique. Ils vont profiter de l'usine de fabrication des films de Michel Gondry bientôt. Et donc, mais pourquoi cette polémique alors finalement avec le petit-fils de Marcel Pagnol? Comment est-ce que vous l'analysez? Il y a des règles dans la gestion des collectivités et dans les règles, par exemple, de délégation de services publics. Eh bien, il y a un gagnant et puis des perdants. Et puis voilà. À partir du moment où certains n'acceptent pas ces règles, ils sont un peu renfrognés. Et puis j'en suis désolé. Un peu mauvais perdant, si je traduis. Oui, mais de toute façon, voilà, on fête le cinquantenaire de la disparition de Marcel Pagnol, on fête le 150e anniversaire de la naissance de Vincent Scotto, et tout cela fait partie du patrimoine marseillais, justement, plan littéraire et cinématographique et musical. Mais même sur cette question-là, on a l'impression que les collectivités autres essayent aussi de tirer la couverture. Il y a une question d'instrumentalisation politique pour vous? Bien sûr qu'il y a une instrumentalisation, comment ne pas le voir à travers les réseaux sociaux, etc. Mais c'est des Marseillais et Marseillais qui jugent de cela. Nous, on est sur l'intérêt général, la culture pour toutes et tous, et puis surtout les enfants. J'insiste sur les enfants parce que j'ai encore vu, j'ai participé au début de la semaine à justement une animation, ça s'appelle Cinéma, dans une classe de l'école des convalescents. Donc c'est des gamins de 7-8 ans. Après la diffusion d'un film d'animation, eh bien chacun disait un peu comment il interprétait. Et ça participe du développement de l'esprit critique, du développement d'ailleurs du respect des autres, de l'acceptation des différences, et ils ont des regards différents. Et du coup, ils voient les images d'une autre façon que bêtement comme on pourrait la voir quand on n'est pas habitué, éduqué. Et donc, on a à la fois des enseignants qui sont fiers de cela, puis des parents aussi qui sont fiers de ça, et des gamins qui sont demain plus aguerris. Un autre thème peut-être avec nous. Une autre question sensible, celle de l'avenir du théâtre. Un petit caillou dans la chaussure encore. Où en est-on? On sait que l'équipe en place est assez remontée, inquiète. Je ne sais pas comment on peut qualifier leur état d'esprit. Du fondateur, évidemment. Oui, là, sur cette question-là, on a reporté la subvention qui devait être votée au conseil municipal d'avril parce qu'il manque encore des pièces administratives et financières. Et donc voilà, quand les services auront tous les éléments, on réétudiera. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Voilà. Stand-by en tout cas pour le moment. Si on prend un tout petit peu plus de champ, on a entendu quelle était votre politique culturelle. Quelle raison on aurait de revoter Printemps Marseillais quand on va être à la fin du mandat aujourd'hui, Jean-Marc Coppola? Pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous?
Sur la culture ou Non, globalement? non, on prend un peu plus de champ d'une manière générale. En quoi est-ce que le quotidien des Marseillais a changé, quoi, finalement? Parce qu'on voit quand même qu'on a des problèmes de poubelle, on a des problèmes de sécurité. En tout cas, les Marseillais vous le reprochent. Il y a une participation, en tout cas, plus forte aux actions qui sont menées. Enfin, moi, je vois par exemple dans le domaine artistique et culturel, l'été marseillais qui permet justement d'avoir des animations et des activités culturelles, sportives tout au long de l'été, gratuitement, dans l'espace public, dans tous les quartiers de Marseille, particulièrement pour les familles qui n'ont pas la chance de partir en vacances, etc. L'apaisement aussi, peut-être, je pense qu'on ressent ça dans la ville, mais après, voilà, il y a encore beaucoup de travail, et puis il y a des choses qui ne sont pas forcément de notre compétence, mais pour lesquelles on peut agir. Je pense par exemple au tourisme, mais avec un tourisme intelligent, un tourisme durable, etc. Et donc les questions d'emploi. Et les questions d'emploi, oui, demeurent, les questions d'emploi, de chômage demeurent des questions sur lesquelles, effectivement, les gens peuvent juger. Mais après, il faut juger au regard aussi de nos moyens, de nos compétences. Et je crois que on s'est bien débrouillé, en tout cas, en allant chercher l'État, en allant chercher toutes les coopérations possibles, en mettant autour de la table aussi les autres collectivités, à partir du moment où elles le veulent, sur les questions d'intérêt général. Après, on ne réussit pas en tout. Mais voilà, si on veut continuer que Marseille rayonne comme ça a été le cas au long de ces années, et puis on n'a pas fini d'ici la fin du mandat, je pense que c'est assez de raisons pour voter pour le printemps marseillais, et puis pour surtout cette équipe diverse, qui n'a pas forcément la même opinion sur tout. Alors ça, effectivement, vous me tendez la perche, pardon, non, moi, je vais couper les hauts pluriels. Mais sur lesquels... Parce que l'opposition dit que vous êtes complètement fracturé aujourd'hui, que plus personne s'entend, etc. C'est sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'intérêt général et ce qui fait le quotidien des Marseillais et des Marseillais. Là, on est d'accord, on y va sur un certain nombre de valeurs. Sur les écoles, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Moi, je vois des gens qui sont très éloignés des écoles parce qu'ils n'ont plus forcément leurs enfants aux écoles, mais ils voient les choses changer au niveau des écoles. Et je le répète, il y a encore 2 ans, et on aura besoin de plusieurs mandats. Et donc une des raisons de revoter pour nous, c'est effectivement de continuer le travail qu'on a engagé. Donc pour vous, l'idée, c'est quand même de partir rassembler dans le périmètre de la majorité actuelle ? Évidemment. Ok. Un petit mot quand même par rapport au plan Marseille en grand. Vous qui étiez dans l'opposition à Jean-Claude Gaudin, il est vrai qu'il n'avait pas réussi à obtenir du président de la République, de son camp, un tel niveau d'investissement. Il n'était pas fan de l'OM à l'époque. Bon, évidemment, les résultats concrets tardent à venir parce qu'il y a beaucoup de temps pour en voir les fruits. Est-ce que vous pensez qu'à la fin du mandat, les Marseillais mesureront le chemin parcouru de ce point de vue-là ? En tout cas, il faudra leur faire mesurer parce que passer d'un partenariat public-privé pour 37 écoles, avec 1 milliard pour 37 écoles, mais payé par le contribuable, à 130 et quelques écoles qui vont être rénovées pour 1 milliard et quelques d'argent public, c'est-à-dire il n'y a pas de partenariat avec des privés, et donc il y aura moins de contributions justement des contribuables marseillais, c'est déjà une belle chose parce que on tape moins sur le portefeuille et le porte-monnaie des Marseillais et des Marseillais. On rénove beaucoup plus d'écoles, ce qui est quand même l'essentiel pour l'avenir de nos enfants et donc l'avenir de la nation. Alors on va prendre encore un peu plus de champ si vous le voulez bien. Jean-Marc Coppola, on est quasiment au terme de cette émission. On va parler des européennes. Si vous dites européennes, on nous parle d'un duel évidemment un peu attendu entre le Rassemblement national et puis éventuellement la liste menée par le camp présidentiel. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que malheureusement, on a une certaine pauvreté du débat démocratique et qu'on ne parle pas assez des projets parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est souvent synonyme de concurrence, de remise en cause des garanties, des droits sociaux, etc. Alors que l'Europe doit être justement un moyen d'harmoniser vers le haut, doit être un plus pour l'ensemble des nations et des peuples. Ça doit non plus être l'Europe de la finance, mais l'Europe des peuples, en garantissant leur souveraineté. Et puis, une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, dans les tourments avec les conflits qui existent au plan mondial, on a besoin d'une Europe politique. Ça ne veut pas dire unifiée, je ne dis pas cela. Je dis je suis très soucieux de la souveraineté de chacune des nations, mais qui joue un rôle politique qui, aujourd'hui, malheureusement, cette Europe ne la joue pas. Pour la paix, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche et au Moyen-Orient avec Gaza, jouer un rôle politique et diplomatique. Malheureusement,
cette Europe-là n'est pas au rendez-vous et donc on a besoin justement d'un changement de projet et donc on a besoin d'élus progressistes qui fassent changer cette politique au niveau européen. Ouais, on ne sait pas si vous serez entendu, en tout cas vous avez eu la parole Jean-Marc Coppola dans cette émission Rue de la République. Merci d'avoir été à notre compagnie en ce dimanche. Excellente journée à vous. Merci, allez au Purgate, m'avoir accompagné une nouvelle fois et à la semaine prochaine.